Erev Tov, on se retrouve avec le Rav Yitzhak Chouraki, invité par la Midreshet Yehuda Manitou. Et pour la mitzvah de la semaine, vous avez décidé de parler d'un sujet actuel, l'interdit de la dissension. Bechavod, Rav Chouraki. Alors en effet, sujet très actuel, et puis il y a toujours quelque chose d'assez singulier lorsqu'on étudie la paracha, c'est qu'on a l'impression vraiment, et c'est tout au long de la vie, on le retrouve à chaque fois, que les événements suivent la paracha, ou que la paracha suit les événements, en tout cas qu'on lit la paracha de la semaine en adéquation avec ce qu'on est en train de vivre de manière concrète dans la vie. Et bon, la semaine dernière, on était avec la paracha des Meragelim, la semaine prochaine, on va être dans la paracha de Korach, et on est dans une recherche profonde à la fois de l'identité du peuple juif dans le pays d'Israël, de la direction, du leadership, de la politique qui va pouvoir décider de mettre à la tête le peuple juif. Et on a l'affaire de Korach. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pensé étudier cette semaine avec vous la mitzvah qui est liée à Korach. En fait, il n'y a pas de mitzvah a priori dans l'affaire de Korach, sauf une qui est fondamentale, c'est celle qui est évoquée en parlant de l'interdit issur à marloquet, l'interdiction de faire une marloquet, l'interdiction d'avoir justement des dissensions à l'intérieur du peuple juif, d'être en opposition avec, alors pour Korach c'est Moshe, Aaron, qui va diriger, qui va être au niveau politique, au niveau religieux. On va voir dans un instant les différents détails de la, de cette manière de manifester la dissension de Korach. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que la Torah, dans un pasouk particulier, et ensuite les Chachamim, à travers ce pasouk-là, déduisent sur la base de Korach une règle plus générale, qui n'est pas simplement liée au moment particulier de Korach et de la rébellion dans le désert, mais qui est pour toutes les générations. Et c'est un débat. Est-ce qu'on peut, on doit, est-ce que c'est tiré de cette affaire-là, au-delà simplement que les messages évoqués par le pasouk. Alors, le pasouk en question est le suivant. À la fin de l'affaire de Korach, ou pour décider plutôt, pour montrer, manifester la bonne raison de Moshe et de Aaron à l'opposition de toute l'assemblée de Korach, ils amènent des encens, et chacun met des encens pour voir qui va, de quel groupe Akadosh Baruch Hu va accepter l'encens. Et suite à la manifestation absolue de la raison de Aaron contre celle de Korach, les encens de ceux qui ont été brûlés par la punition d'Akadosh Baruch Hu sont récupérés, pas les encens, mais les encensoirs, les martotes, là où ils ont amené l'encens, et on les garde. On les garde en souvenir. Et là, le pasouk dit la chose suivante. Il faudra les garder pour, pour faire recouvrir le misbéach, l'autel, Zikaron livne Israël, en souvenir pour tous les Béné Israël, donc on imagine pour les générations qui vont venir, Asher lo yikrav ish zar, de façon à ce qu'un étranger ne s'approche pas, un étranger Asher lo misera Aharon hu, qui n'est pas de la descendance d'Aaron, ne s'approche pas les akriv ketoret lifnei Hashem pour apporter une encens à Akadosh Baruch Hu. C'est un travail, c'est parmi les différents services du Mishkan qui n'est attribué qu'aux Kohanim, et on ne peut pas prétendre à cela. Et la fin de ce pasouk dit la chose suivante: Velo yihye ke Korach vecha adato. Et donc, si personne ne fera concurrence à Aaron, cette personne-là ne sera pas loïye kekorach veka'adato kasher diber Hashem beyad Moshelo, de la façon dont Hashem a parlé à Moshe. Il ne sera pas, il ne reproduira pas l'assemblée de Korach comme l'a montré Akadosh Baruch Hu. Et alors, la question c'est, que signifie cette phrase-là? Veloïye kekorach veka'adato. Un homme ne sera pas comme Korach et comme l'assemblée de Korach. Et d'ailleurs, pas simplement un homme ne sera pas, il n'y a pas écrit loïye, qui serait une interdiction nouvelle, mais il y a écrit veloïye avec un vav. Ce qui fait que pour Rashi, dans son commentaire simple du pasouk, il dit c'est pas une mitzvah supplémentaire, c'est simplement la description du pasouk. On ne devra pas amener une encens concurrentielle à Aaron, et on ne pourra donc pas se retrouver dans la situation de Korach. Le Vav fait la jonction. Veloyek et Korach, suite au fait qu'on aura appliqué l'interdit d'amener une encens si on n'est pas soi-même de la génération de Aaron. Pourtant, malgré cette lecture de Rashi,
on a différents passages où on évoque ça comme une règle générale liée à la mahloket. Alors d'abord, dans la suite du passouk, ça continue, puisque dans l'affaire de Datan et Aviram, on nous dit que Moshe appelle Datan et Aviram, va yishlach Moshe likro les Datan et Aviram ben Eliav. Moshe envoie quelqu'un, un envoyé, pour essayer au contraire de les empêcher de faire dissidence, de s'associer avec Korah. Et Rachid dit, Mikan shel marzikim b'machloket. Voilà la source du fait qu'on ne doit pas continuer une dissension, puisque Moshe, qui pourtant est celui qui est victime de cette rébellion, eh bien c'est celui qui va après eux pour essayer de faire le shalom, pour essayer au contraire de trouver d'ivrei pioussine, de trouver des phrases qui permettront de retrouver la paix entre eux. Et ça va même plus loin, puisque ensuite, quand Datan et Aviram ne veulent pas venir, n'accèdent pas à cette requête de Moshe de se réconcilier, va Yakom Moshe, va Yelech el Datan et Aviram. Il n'envoie plus quelqu'un, il va lui-même chez Datan et Aviram. Et là-dessus, le Talmud, dans Maseret Sanhedrin, me dit Amar Resh Lakish, Mikan, chez En Marzikin, Bemachloket. Voilà de là que Moshe non seulement a envoyé quelqu'un pour la réconciliation, pour le shalom, mais plus que ça, il est même comment dire, un peu abusé de son kavod, il a un peu fait, comment dire, porter atteinte à son honneur pour aller lui-même vers ceux qui se rebellaient contre lui. Il faut parfois même être mohel al-kevodo, accepter un peu moins de kavod, comme le fait Moshe, pour gagner le shalom. Et voilà, va Yaakov Moshe, pour ne pas justement faire dissidence. Rav rajoute sur cet élément de Resh Lakish dans le Talmud de Sanhedrin en disant Kol amarazik bemachloket over belav. Voilà la phrase qui va être importante pour nous. Rav nous dit toute personne, tous ceux qui continuent à prôner, à assumer la dissension, la rébellion, la machloket, enfreignent une interdiction de la Torah, puisqu'il est écrit Veloye kekorar vekahadato. D'après Rav du Talmud, le grand Amora la première génération des Amoraïm de Babel, eh bien, on apprend de ce passouk-là, Veloye kekorar vekahadato, c'est pas simplement la suite de l'histoire, c'est une interdiction, comme une mitzvah lotarasé, de faire une marloquette et de continuer à garder cette marloquette. Il y a une autre opinion qui continue, d'après Haché, il dit, c'est pas un lave, mais simplement celui qui fait une marloquette, celui qui continue à, comment dire, prôner cette dissension, Raoui il est tarea, il mérite d'avoir la lèpre, parce qu'il est écrit à la fin du pasuk, Ka'asher diber Hashem beyad Moshe lo. Beyad Moshe, c'est la main de Moshe, et la main de Moshe a une histoire, puisque lorsque Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe au buisson ardent, eh bien Moshe, qui a dit du mal sur le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu lui a montré que sa main avait la lèpre. Si quelqu'un continue la scission vis-à-vis de Moshe, mais d'une manière générale, continue la marloquette, eh bien il mérite Beyad Moshe lo à retrouver la même main de Moshe. À même titre que Moshe dit de ce mal du Ham Israël, et il a la lèpre, de la même manière pour quelqu'un qui reproduirait la conduite de marloquette de Korah. Et alors ensuite, on a dans le Talmud une série de phrases totalement édifiantes en ce qui concerne la marloquette. David, tous ceux qui sont en dissension, en opposition au pouvoir du roi David, de la lignée de David, mériteraient d'être touchés par un serpent. Ça va très loin, on a touché le côté purement politique, Malchut David. On parle du côté religieux. Tous ceux qui font marloquette, qui sont en opposition avec leur Rav, sont comme s'ils sont en opposition avec la Shechina, puisqu'on voit qu'à propos de Korah, on dit Bahatsotam al Hashem. Ils se sont révoltés, rebellés contre Hashem, pas contre Moshe. On nous dit Kol Arose Meriva Imravo, c'est plus une marloquette, mais c'est une dispute. Arose Meriva Im Shechina. C'est quelqu'un qui serait en opposition avec la Shechina. Meriva Sheravu Bene Israël et Hashem. On parle à propos de la Meriva, des eaux de cette discorde, une discorde plus entre le peuple juif et Moshe, mais Meriva entre Asher Ravu Bene Israël et Hashem, avec Akadosh Baruch Hu. Kol Mitrahem al Rabo, Keilu Mitrahem al Shechina, celui qui vient contre son Rav, et c'est comme s'il s'opposait à la Shechina. Lo alenu telu notechem ki im al Hashem.
Vous ne vous opposez pas avec nous, vous n'êtes pas, contre nous, mais contre Akadosh Baruch Hu. Et ça va encore plus loin, on dit que la meharher harabo, celui qui n'a rien que des idées, sans même les avoir mises en pratique, penser de mal contre son Rav, Keilu meharher achara shechina. Vous voyez que ça va très loin, toute une série de phrases pour nous enseigner justement de ne pas continuer, ne pas rentrer dans la marloquette. Et cette idée continue puisqu'elle est développée par certains maîtres de la halacha en tranchant ça comme une loi, comme une mitzvah, dans le compte des 613 mitzvot, notamment par exemple dans certains livres des comptes des mitzvot, le Sefer Mitzvot Gadol, de Rabbi Moshe de Koussi, un des Baalei HaTosafot, qui dit la chose suivante, Issur asur l'arzik b'marloket, c'est une des mitzvot, puisqu'il est écrit Loye kekorar veka'adato, l'opinion de Rav dans le Talmud fait office de loi. Et on la retrouve dans le Sha'arei Teshuva de Rabbeinu Yona, dans le Sefer Haredim, Rabbi Yehuda Zikri, du Baal Yedid Nefesh. Tout cela disent qu'il y a interdiction de faire une marloquette. Le Sefer Mitzvot Katan, Rabbi Yitzhak de Corbeil, un autre Baal Tosafot, dit c'est interdiction de se rebeller contre la Kehuna, contre le grand prêtre, contre Aharon, puisque c'est le début de l'histoire de Korach, et de là découle une interdiction générale, est élargie, on l'extrapole vers une interdiction de la marloquette en général. Voilà comment, petit à petit, cette idée-là, celle de Korach, fait office de loi absolue. Dans les Azharot de Rabbi Shlomo Ibn Gevirol, que nous avons lus à Shavuot, on a la description des 613 mitzvot sous forme poétique. Chaque vers est une mitzvah, et on a un vers qui dit « Veloye ke korach vere'av amamrim ». Et sur ça, le grand commentateur des Azharot, Rabbi Shimon ben Semach Duran, le Rashbetz, dans son commentaire, évoque une marloquette très intéressante. Il dit, c'est pas quelque chose qui est établi pour tout le monde. La preuve, c'est que le Rambam est en discussion sur ce sujet avec le Ramban. C'est très intéressant, on commence à rentrer dans le côté, je dirais pas ironique de la chose, est-ce qu'il y a interdiction de marloquette ou non? Et pour savoir s'il y a interdiction ou non de marloquette, on va rapporter une marloquette. C'est la méthode juive de procéder. C'est par la marloquette entre le Rambam et le Ramban qu'on va développer l'idée qu'il y a une marloquette. Alors le Rambam nous dit, Maïmonide, nous dit, on ne compte pas cette mitzvah-là. Pourquoi on ne la compte pas? Mais parce que c'est une mitzvah qui est évoquée dans le texte, Veloye kekorar, comme étant simplement le fait de ne pas se conduire à la façon dont ce qu'a fait Korach dans la suite du récit de Korach, et non pas comme une mitzvah qui fait office de loi. C'est simplement, je dirais, la règle morale qu'on déduit dans le récit. Et à chaque fois que dans un récit, on nous raconte quelque chose, on ne le transforme pas nécessairement en loi. Et il en fait d'ailleurs un principe dans l'introduction du livre Sefer HaMitzvot. Le 8e principe, c'est celui-là qui dit on ne compte pas ce qui est dans une histoire pour devenir une loi. Pour devenir une loi, une mitzvah, il faut qu'il y ait un ordre spécifique dans ce domaine-là. Et pourtant, dans le Talmud, on vient de dire que d'après Rav, il y avait une interdiction envers, voilà, il y a une interdiction. Alors il dit non, c'est simplement une asmarta, c'est simplement une manière de présenter, de rattacher cette injonction morale à un pasouk. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il s'agit d'une interdiction qui est comptée, recensée dans l'ensemble des 613 mitzvot. Voilà l'opinion du Rambam. Le Ramban, par contre, est en opposition et dit, mais bien sûr, il faut la compter. Et il ramène notre exemple, Loye Kekor avec Adato, pour montrer qu'au contraire, Kol HaMachazik Bemarloket, c'est ça le sens premier du pasouk. Expliquer qui mériterait tout un tas de punitions par le côté nocif de cette conduite, ce sont des dérivés. L'essentiel, c'est de nous dire qu'il ne faut pas avoir, il ne faut pas garder cette marloquette. Et le Rashbetz, Rabbi Shimon ben Semach, qui conclut en présentant ces deux aspects, dit mais en fait c'est une fausse discussion. C'est simplement pour savoir est-ce qu'on compte ou non cette mitzvah-là dans les 613 mitzvot. On me demande dans quel Masechet, il s'agit de Masechet Sanhedrin. En tout cas, on demande dans quel, d'après le Rashbetz, on dit entre le Ramban et le Ramban, il y a juste un débat pour savoir est-ce qu'on compte cette mitzvah dans les 613, mais nous dit le Rashbetz, même le Rambam est d'accord qu'il y a interdiction, qu'on ne doit pas faire de marloquette. Ça, c'est quelque chose qui est établi pour tout le monde. Et le Rambam le rattache à d'autres mitzvot. Par exemple, lorsqu'il est écrit « Achare rabim lehatot », on doit suivre la majorité. Alors là, on rentre dans quelque chose qui nous intéresse, l'opinion majoritaire. Est-ce que lorsqu'on suit la majorité, eh bien, c'est justement un principe qui est fait pour éliminer
les marlocotes, pour éliminer les dissensions dans lesquelles on risquerait chacun de garder sa position. Eh bien, on dit, voilà, Rambam présente cette mitzvah de la majorité en disant, Belerta Macharei Arov, quand ils suivent la majorité, eh bien, la marloquette est nécessairement éliminée. Il ramène un deuxième passage, Lotit Godedou, ne faites pas de faction, de scission, de chacun se ligue de son côté en se présentant chacun dans un groupe différent. Il la compte dans une mitzvah lotasé. La 45e des mitzvot lotasé du Rambam, c'est l'interdiction de créer, alors ça c'est très important pour l'étudier très longuement, un autre beddin sur le beddin qui existe déjà. Ça veut dire, vous avez par exemple un beddin qui vous fait la cacheroute, on n'a pas le droit de faire une deuxième cacheroute, une troisième cacheroute, une quatrième. Il y en a une, ça suffit. Aujourd'hui, on a dépassé de loin le nombre de cacheroutes, chacun essayant de raffiner les exigences. En tout cas, on nous dit, l'otit godedou, on n'a pas le droit de faire agoudot, et donc de créer un autre beddin parallèle au premier. Très intéressant, là, c'est plus simplement le pouvoir, c'est la justice. Il y a le problème de la marloquette lié par le système judiciaire lui-même. Troisième principe, on nous dit, l'otassou, minadaver asher yagidou lecha. Ce que disent les chachamim, on doit accepter cette position des Chachamim qui a été décidée dans le Sanhédrin, dans l'autorité juridique la plus élevée, elle-même d'ailleurs par le Rov, après Rabim Leatot, mais en tout cas on dit l'otassour, afin de ne pas faire de marloquette, puisque si jamais chacun, après que le tribunal a tranché, on continue à garder sa position-là, eh bien on n'arrêtera jamais les marloquettes. Toutes ces positions-là sont celles du Rambam. Donc finalement, le débat n'est que si on doit la rattacher à Korach ou non, mais l'interdit de la marloquette est quelque chose de présent autant pour le Ramban Nachmanide que pour le Rambam Maïmonide. Et d'ailleurs, bien avant eux, dans les Sheiltot de Rav Achai Gaon, c'est-à-dire à l'époque des Géonim, la source même qui a écrit le Talmud, qui a rédigé et nous fait passer le Talmud jusqu'à nous, dans les Sheiltot de Rav Achai Gaon, dans la paracha de Korach, eh bien, il nous rattache encore d'autres éléments qui nous opposent à la marloquette. Par exemple, il rattache à propos de Korach l'interdiction lotisna et achira bilvavecha, de ne pas avoir de rancœur, de dissension dans son cœur, c'est quelque chose de moral cette fois-ci, avec ton frère. Et il dit, il est interdit à la communauté d'Israël de faire des marloquot, des scissions, parce que, et quand elles sont là, de les intensifier ou de les conserver, parce que ça amène à cet éloignement entre eux qui arrive jusqu'à la haine. Et de la même manière, Baal Halachot Gedolot, un des premiers livres de la halacha des Géonim, compte lui aussi notre mitzvah de Korach Ka'adato comme étant une mitzvah d'interdiction de marloquette. Voilà, rapidement, un petit survol de ce qui est dit au niveau de la halacha, de la mitzvah liée à Parashat Korach. C'est quelque chose qui n'est pas sans soulever de nombreux problèmes majeurs. Pour une raison très simple, c'est que pour nous, la marloquette, j'allais dire, est un élément fondateur de toute la tradition juive. Et dire il est interdit de faire une marloquette, l'arzik de marloquette, ça pourrait s'opposer à toute une longue tradition. Est-ce qu'effectivement, il y a problème dans la marloquette avant même d'arriver à la tradition juive? Il faudrait tout simplement évoquer que la possibilité même du progrès dans tous les domaines est justement dans le fait de dépasser le consensus. La science n'avance que par la remise en question. Les idées ne peuvent fleurir que parce qu'elles poussent dans le terreau du débat contradictoire. Et de manière politique, c'est justement par le débat qu'on passe de la dictature autoritaire à quelque chose qui permet au contraire la représentation, quelque chose de plus démocratique. Même au niveau du Midrash, la création du monde, c'est fait à partir d'une marloquette, puisqu'on connaît le débat d'Akadosh Baruch avec les anges, dans lequel ils demandent est-ce qu'il faut créer l'homme ou il ne faut pas créer l'homme. Et il y a dans le ciel une position de certains anges et une autre position d'autres. Certains disent oui, d'autres disent non. Je vais peut-être y revenir dans un instant, mais en tout cas, voilà, il y a une marloquette au sens propre, fondatrice, une marloquette créatrice. C'est sur cette marloquette-là qu'Akadosh Baruch Hu crée ou non l'homme. Et on pourrait continuer à objecter dans une lecture rapide que toute la Torah n'est faite que de marloquot. Tous nos textes fondamentaux pour le peuple juif ne sont que des compilations de marloquot. Le Tanakh lui-même commence avec des personnages qui sont marloquot et pas pour rien, des marloquot au plus haut degré. Abraham, Moshe, Yirmiyahu, Iyov, discussion avec Akadosh Baruch Hu,
doute sur le message qui est envoyé jusqu'au point comment dire, presque porter atteinte. Est-ce que le Midrash lui-même ne nous évoque pas l'idée qu'il y a 70 manières de lire la Torah? Et donc, la marloquette serait là la manière de les manifester. Et puis, la Mishnah et le Talmud ne sont en fait que des récits de marloquot. On passe notre temps à lire des marloquot, à apprendre des marloquot, à voir quelles étaient les différentes controverses. Il n'y a pas si longtemps, Bernard-Henri Lévy a écrit un livre qui s'appelait L'esprit du judaïsme, dans lequel il se plaignait du fait que, malheureusement, le monde musulman n'a pas son Talmud. Parce que si jamais le monde musulman avait appris à voir la réalité sous le côté complexe et pluriel que l'on apprend lorsqu'on étudie dans une yeshiva, lorsqu'on voit l'ensemble des opinions dans le Talmud, peut-être ne serait-il pas arrivé à ce dogmatisme. Quelle position hautement optimiste. En ce qui nous concerne, l'idée même du consensus est quelque chose qui peut être au contraire, par le fait d'éviter la marloquette, quelque chose d'autrement sujet à la suspicion, quelque chose dans lequel il faudrait se méfier profondément, parce que des foules, des collectivités qui ont des pratiques communes dans le grand consensus peuvent arriver aux abominations les plus terribles. On a encore en tête les défilés consensuels, sans aucune marloquette, de braves gens, Hitler, Staline, Mao. On a encore des gens qui peuvent continuer de manière indifférente à suivre des modes, des mouvements de foule, des mouvements de masse, arriver aux pires conduites, justement parce qu'il n'y a pas de marloquette. Est-ce que nous pourrions suivre une vieille tradition grecque? Il faut peut-être raconter l'histoire de cette marloquette à son origine. Dans le monde grec, on nous raconte que lorsque l'homme trépasse et avant d'arriver aux enfers, il doit traverser un fleuve. Ce fleuve s'appelle l'Été. Le fleuve l'Été, c'est le fleuve de l'oubli, puisque lorsqu'il aura traversé et arrivé sur la rive opposée, eh bien on l'aura oublié. D'ailleurs, la vérité est appelée aletheia, c'est-à-dire l'inverse de l'oubli. C'est celle qui reste au contraire de ce côté. Oui, mais il y a parfois des personnes réputées, des personnes, des héros, qui sont chantés par les poètes, comme Homère chante les exploits d'Achille. Et même après être passés de l'autre côté, ils sont ramenés sur la première rive par la gloire de tous ceux qui les acclament. Ils sont aletheia, ils reviennent de ce côté du fleuve l'été, justement par la gloire. Voilà, de ce même côté, il y a la vérité contre l'oubli, mais il y a aussi la gloire qui est célébrée par tous les gens qui acclament, la gloire du consensus, la gloire qui affirme que vérité et gloire sont dans un même camp selon le nombre des personnes convaincues. Voilà une ancienne, très vieille tradition intellectuelle qui, au contraire, donne raison à la masse. Et c'est très intéressant, parce que quand vient la philosophie grecque, elle essaye par la démonstration, par l'argumentation, par l'expérience, de repousser cette idée. Platon dira, la vérité n'a rien à voir avec le nombre de gens convaincus. On peut seul avoir raison contre tous. Et la science avance à partir du moment où on s'oppose apparemment à cette idée, à cette ancienne mythologie. Le progrès, la philosophie, les sciences. Or, ce qui est très surprenant, c'est qu'on pourrait croire que le monde occidental est arrivé justement à dépasser cette première idée aletheia de la gloire qui célèbre par la gloire la vérité. Or, aujourd'hui, on a parfois des pratiques surprenantes selon lesquelles on fait des sondages pour savoir combien de personnes pensent ceci, 60% pensent cela, et tant de pourcentage ont telle opinion. Et par le consensus majoritaire, on peut donner plus de poids ou non à certaines idées. Et on vit dans une société où même on est abreuvé par ce genre de sondage, par ce genre de manière d'envisager le consensus qui pourrait peut-être essayer d'avoir raison de la controverse, de l'argumentation. Mais c'est tout à fait faux. Les grands inventeurs ont été des précurseurs, des héros de la marloquette, au contraire de la dissension, parfois même contre leurs propres collègues. Il n'y a pas si longtemps, le professeur Schartmann, qui a reçu le prix Nobel du Technion, qui a défendu pendant toute sa vie une théorie jusqu'au point d'avoir été excommunié
de l'association scientifique à laquelle il faisait partie, parce qu'il disait des choses hérétiques aux yeux de tout le monde, qui finalement se sont avérées être exactes. Les grands découvreurs, les grands voyageurs sont tous des gens de la controverse, des gens qui essaient de repousser le consensus. Les Grecs, finalement, nous ont donné, au lieu de ce Aletheia, Eris, la déesse de la discorde, qui, dans l'agonia du combat, de la lutte, peut faire triompher la raison aussi, sœur d'Arès, dieu de la guerre, contre Nomia, déesse de l'harmonie, de l'ordre réglé. Il y a un dialogue très intéressant entre deux juifs, deux avocats, Jean-Denis Bredin et Thierry Lévy, qui discutent sur les fondements de la parole. Ça s'appelle convaincre. Et puis ils discutent tout au long de leur dialogue qui est imprimé. Et à un moment, Jean-Denis Bredin dit à Thierry Lévy, alors qu'ils sont en désaccord permanent, et il leur dit, à un moment, il lui dit « Je suis d'accord avec vous ». Et Thierry Lévy a cette réplique merveilleuse, il lui dit « Si vous êtes d'accord avec moi, c'est donc le moment de commencer à douter ». Le consensus est une pathologie. D'ailleurs, au niveau médical, la première fois qu'on a utilisé cette notion de consensus, c'était au contraire pour parler de quelque chose de médical, dans un traité médical, pour parler de l'interdépendance d'organes dans l'accomplissement de fonctions vitales, comme on parlait autrefois de sympathie, pour parler de remèdes qui agissent à distance, d'affinités de divers organes qui sont affectés à distance les uns les autres, ou d'un nerf sympathique, une maladie sympathique. La cause réside dans un organe différent de celui qui est affecté. On parlait d'encre sympathique. Pour lire l'écriture, il faut au contraire avoir le consensus de ce qui était écrit et d'un autre produit qui va pouvoir nous faire lire cette chose-là. Voilà finalement, au contraire, le consensus comme quelque chose de pathologique. Et là, on commence à se poser la question d'entre l'ancienne tradition grecque, de la tradition qui a suivi par la philosophie et l'avancée de la science, et de la tradition dans laquelle on retombe aujourd'hui. Que dit la position juive dans ce fameux débat du consensus et de la controverse? Et on reprend l'affaire de Korah. Alors, dans l'affaire de Korah, on n'a pas simplement une controverse, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'on a, et le français d'ailleurs nous donne différents mots pour parler de chacun de ces cas différents. On a d'abord une dispute qui touche l'autorité du pouvoir royal, de Moshe, qui est appelé en français une rébellion. La rébellion, c'est le moment dans lequel Korah remet en question le pouvoir. Ça touche donc le côté politique, mais ça touche un deuxième, c'est leur révolte contre l'autorité religieuse. L'autorité religieuse représentée à la fois par Moshe, mais aussi par Aaron en particulier, puisque c'est celui, le grand prêtre. C'est là où la révolte risquerait d'ailleurs, et on n'en est pas loin chez Korah, de se transformer plus simplement en révolte religieuse, mais en réforme. N'oubliez pas ce verset de la bouche de Korah, Ki kol ha'ida kulam kedoshim. Il aurait beaucoup à traiter uniquement sur ce sujet. Aujourd'hui, grande époque de l'égalité, religion, de tout le monde est égal, de tout le monde, tous sont égaux. Eh bien, Ki kol ha'ida kulam kedoshim, prôné par Korah, semblerait avoir des relents de grande modernité pour une tradition juive qui entrevoit une hiérarchie assez prononcée, Cohen, Lévi, Israël, Moshe le Navi, le roi, etc., toutes ces différentes. Or là, on aurait quelque chose au contraire. Peut-être voilà un des chantres de la démocratie. Donc le côté religieux qui s'associe au côté politique. Oui, mais il y a encore une troisième révolte, c'est la dispute personnelle de Korah et de Moshe, qu'en français on n'appellerait plus, c'est plus la rébellion, c'est pas la révolte, c'est la discorde personnelle, on n'arrive même plus à se parler. Et puis il y a la discussion d'idées sur certains sujets, le Midrash les rappelle, sur des problèmes de halakha qui sembleraient toucher à la controverse. Voilà, d'une certaine manière, les différents aspects de l'affaire de Korah. Or, dans la Mishnah, une des Mishnayot les plus célèbres, puisqu'elle est évoquée dans les Pirkei Avot, qu'on connaît tous par cœur, on nous fait la différence entre un Mahloket chez Leshem Shamaim, chez Sofa Leitkayem, et Mahloket chez Ena Leshem Shamaim. Une Mahloket qui est, alors qu'est-ce que ça veut dire? Leshem Shamaim pour le nom d'Hachem, positive. En quoi serait-elle positive? On nous donne un exemple, c'est la Mahloket de Hillel et de Shammai. C'est une controverse d'idées dans le Beth Midrash, et c'est quelque chose chez Sofa Leitkayem qui va finalement rester. Je vais l'expliquer dans un instant. Et on nous donne comme exemple de la Mahloket chez Ena Leshem Shamaim,
qui n'est qu'au contraire pas du tout avec de bonnes intentions, la marloquette de Korach, Vechol Adato, la rébellion. C'est très intéressant parce qu'à partir de là, on aurait deux sortes de marloquettes. Est-ce qu'on aurait deux manières d'envisager la chose? On nous présente la marloquette de Hillel et de Shammai comme une marloquette Leshem Shamaim. Et à partir de là, beaucoup se sont mis à monter en proue l'idée même de la marloquette comme quelque chose de positif. Alors, il ne faut pas oublier quelque chose de terrible, un événement de l'histoire juive douloureux que les Chachamim dénoncent, et dénoncent de manière violente, en nous présentant la première marloquette de l'histoire. Et on nous présente les marloquotes, alors je le donnerai de différentes façons. On a un premier événement, il y a un personnage, un grand Chacham qui s'appelait Hanania ben Chizkiya, qui s'est isolé dans une chambre pour pouvoir commenter de longs mois le livre de Yechezkel et pour rétablir justement l'harmonie entre Yechezkel et le reste de la Torah, étant donné qu'il y a des halachot différentes, il semblerait avoir des psukim qui s'opposent à la Torah, et il a dit, je vais montrer que ce livre-là n'est justement pas en marloquette avec la Torah, et comme ce Hanania ben Chizkiya est isolé pour étudier, beaucoup de Chachamim viennent lui rendre visite. Et à un moment, certains de Chachamim viennent lui rendre visite, se trouve un jour où il y a les élèves de Beth Shammai, de l'école de Shammai, et les élèves de l'école de Hillel qui sont en présence. Et les gens de Shammai sont en plus grand nombre que ceux d'Hillel, alors qu'on sait que généralement, c'est Hillel qui a, l'école d'Hillel qui a le plus grand nombre. Et ce jour-là, les gens de Beth Shammai disent, puisqu'on est tous ensemble ici, eh bien, on va procéder à un vote sur différentes lois. Et les gens de Beth Shammai ont fait passer, alors c'était, à la suite, une série de lois, et on a gardé tout un tas de halachot basés là-dessus. Et la Tosefta, quand elle décrit ce passage-là, nous dit, et ce jour-là a été plus dur pour le peuple juif que le jour où le veau d'or a été fait. La faute du veau d'or. L'état de Marloquet est un état plus dangereux aux yeux de cette Guémara que la faute du veau d'or. D'ailleurs, dans le Talmud, c'est décrit de manière assez violente, puisque, étant donné que Beth Shammai sont en nombre, ils ont Na'atsu Cherev Bebet Hamikdash, ils ont interdit l'entrée du Beth Hamikdash en disant ceux qui sont rentrés restent ici, et que personne ne sorte. Autrement, ils perdaient leur majorité. On a l'impression d'avoir affaire à une émeute parlementaire bien connue dans nos contrées. Ça va d'ailleurs même plus loin, parce que pour savoir avoir quand même une certaine perspective sur ce qui se passe, on nous dit il était en bas de cette chambre-là où se trouvaient tous les Chachamim, les élèves de Shammai étaient en bas, Vahargou betalmide bet Hillel. Alors là, ça va très loin, c'est plus une épée qui protège l'entrée ou la sortie, mais c'est au contraire, Vahargou, alors on menaçait de tuer. Quelque chose d'absolument incroyable. Ils sont là avec Charavot Veremachim dans le Talmud Yerushalmi. Et cette affaire est tellement douloureuse que dans un livre du traité de Ta'anit, Megillat Ta'anit, c'est une des plus vieilles sources écrites par les Chachamim sur l'histoire de la Torah, sur l'histoire du peuple juif, et de l'époque des Chachamim, elle remonte à l'époque des Hashmonaïm, entre autres, et on nous décrit les dates de l'année où sont passés des événements tragiques ou joyeux. Et on nous dit que le 9 du mois d'Adar, un jeûne avait été institué pour le peuple juif, puisque c'était le jour où s'est passé cet événement-là, où Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté, se sont disputés, sont arrivés presque aux mains, sont arrivés de manière violente dans la marloquette. Alors on se dit, alors pourquoi? Parce que malgré tout, si on essaye d'entrevoir la tradition juive, et je le disais tout à l'heure rapidement, on peut voir le nombre de marloquotes présentes dans le Talmud, dans la Mishnah, un peu partout. On ne fait qu'étudier des marloquotes. Je vais donner un exemple qui a été analysé statistiquement. Il y a le Rav Shlomo Toledano qui a fait des comptes sur les Mishnayot. On a dans l'ensemble de la Mishnah 4161 Mishnayot. La Mishnah est composée de 4161 Mishnayot. Il y a en tout 151 Chachamim, Tanaïm, qui sont évoqués dans la Mishnah. Celui qui a d'ailleurs le record de l'évocation qui apparaît le plus de fois dans toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, qui apparaît 685 fois. Donc presque un sixième, un septième de fois. On a dans la Tosefta, le deuxième recueil de l'époque des Tanaïm, le plus remarquable, des halachot, on n'appelle pas ça Mishnot, on dit halachot, on a 6369 halachot, dans lesquels apparaissent 202
Chachamim, Tanaïm et Rabbi Yehuda, entre parenthèses, aussi dans la Tosefta, et au sommet avec 962 fois où il apparaît. La majorité écrasante de toutes les Mishnayot, de toutes les halachot de la Tosefta, sont des marlokot entre Chachamim. On cherche difficilement les Mishnayot, les prakim, les chapitres où il n'y a pas de marloquet. On en a un qu'on lit tous les jours, d'ailleurs, celui des Korbanot, et on dit c'est un des prakim de chasse Mishnah où il n'y a pas de marloquet. C'est peut-être le seul qu'on a pu trouver. Il y en a encore un ou deux, mais c'est le seul on évoque tous les jours. Et entre parenthèses, c'est même faux qu'il n'y a pas de marloquet, parce que même dans ce qui est évoqué de manière, sans marloquet, dans ce chapitre-là, eh bien, on sait qu'il y avait des opinions divergentes qui n'ont pas été évoquées dans la Mishnah, mais qui en fait existent quand même. Donc apparemment, on a énormément de marlokot, et qu'est-ce qui fait qu'on arrive justement à ces marlokot? Et ça devient très important, parce que le Talmud nous donne la raison pour laquelle, au moment de Bet Shammai, Bet Hillel, la marloquet a commencé à devenir un phénomène. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi à cette époque-là, Bet Shammai et Bet Hillel, qui est relativement tardif dans l'histoire de la transmission de la Torah Sheba'al Peh, l'époque de Chazal, des Tanaïm, des Zougot, mais à la fin de l'époque des Zougot, on arrive à ces marlokot-là. Et on nous dit la chose suivante, Mishe Rabu Talmidei Hillel Veshamai chez Lo Shimshu Kol Tzorkam Rabta Marloket. Venasta Torah Kishte Torot. Parce que se sont répandus des élèves de Hillel et de Shammai qui n'avaient pas été assez attentifs à l'écoute de la tradition de leur maître. La marloquette s'est développée. Et on nous donne la date à peu près, 40 ans à peu près avant la destruction du temple. C'est une époque terrible. Darla Moussia, c'est une époque de totalement extrêmement éprouvée de point de vue, politique, du point de vue religieux, de tous les points de vue en fait. Et c'est à ce moment-là que les élèves n'ont plus l'écoute assez attentive pour se rappeler de tout ce que leurs maîtres ont dit. Et étant donné qu'il manque la tradition, eh bien la marloquette se développe. Voilà deux éléments majeurs. D'un côté, la tradition, la massorette, de l'autre, la marloquette, la controverse. La controverse naît du fait qu'il n'y a pas de tradition. On ne sait pas ce que le maître a dit. Il y a d'ailleurs une autre version sur ce même problème. On nous parle, par exemple, bien avant, lorsque, à l'époque de Moshe Rabbeinu, au moment du deuil de Moshe Rabbeinu, Nishtakru bime avelo shel Moshe ont été oubliés pendant le deuil de Moshe. Lorsque le grand maître disparaît, on a l'impression qu'on oublie avec cette disparition tout son enseignement. C'est pas qu'il n'y a pas eu de transmission, c'est que cette transmission-là est oubliée, c'est effacé. On a une troisième manière d'approcher le même phénomène. Il peut y avoir une transmission qui a été faite, mais après la transmission, celui qui l'a donné, le maître, change d'opinion. Et du coup, on a maintenant double position et qui vont être retenus par les élèves plus tardifs de ce même maître. On a ça avec beaucoup de Chachamim. Le Rambam résume tout ça en disant Mishe Batel à Sanhedrin, au moment où le Sanhedrin, l'instance suprême, a été annulée, c'est à ce moment-là, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus au niveau social de représentation juridique qui fait l'unité dans le peuple, la marloquette se développe. Et après avoir dit ça, on approfondit de manière plus sérieuse l'ensemble du texte de la Mishnah, du Talmud, justement où je disais il y a un instant, c'est mais fait que de marlokot. Et là, quelque chose d'assez remarquable. Est-ce qu'effectivement, il y a autant de marlokot dans la Mishnah, dans le Talmud, comme on a l'impression de voir? Et là, si on analyse un tout petit peu le texte, on se rend compte qu'en fait, les controverses sont un phénomène mineur, minoritaire, mais extrêmement minoritaire de l'ensemble de la position des Chachamim. Je vous en donne un exemple qui peut être très, très parlant pour voir le phénomène d'une manière plus générale. On a dans la Mishnah, je disais, quasiment dans toutes les Mishnayot, on a différences d'opinion. On a deux Chachamim qui sont évoqués. Il y a très peu de Mishnayot qui sont simplement évoqués sans marloquette à l'intérieur. Donc, conclusion hâtive, il y a beaucoup de marloquot. Mais non. Prenez la Mishnah de Bameh Madlikin, que tout le monde connaît parce qu'on la lit le Shabbat à la prière. On nous dit Bameh Madlikin ou Bameh El Madlikin. El Madlikin, lo belechesh, velo bechosen. Quelles sont les mèches qui peuvent être utilisées pour allumer les bougies du Shabbat? Et on nous donne une énumération de tout un tas de matériaux sur lesquels on ne peut pas
utilisé pour les mèches parce que ça ne va pas bien brûler le Shabbat et en conséquence, on risquerait de changer, de bouger pendant le jour du Shabbat. Donc, pour ne pas en arriver à profaner le Shabbat, inconsciemment, en oubliant un instant le Shabbat parce que ça ne brûle pas bien, eh bien, on ne doit prendre que des mèches qui vont faire une flamme qui brûle, qui monte très bien. Et on a toute une série, il y a 12 éléments différents qui sont ni de ceci, ni de cela, ni de cela. On arrive à la fin et on nous dit vélo bechelef. On ne doit pas utiliser du chelef, qui sont des graisses, qui sont interdites à la consommation, pas parce qu'elles sont interdites à la consommation, mais parce que chelef est quelque chose qui, quand on le fait brûler, ne brûle pas bien. Et sur ça, on a une marloquette, on dit oh bechelef, Nahum a dit Omer, on a Nahum a dit qui est matir bechelef bevouchal, qui permet sur le chelef, cette graisse, lorsqu'elle a été cuite. Vachachamim omerim, echad mevouchal, vechad sheno mevouchal, el madlikin bo. Voilà une marloquette qui apparaît. Nahum a dit contre les chachamim, contre Tanakama qui dit lo bechelef. Voilà une position. C'est vrai. Mais si on analyse très bien, cette Mishnah-là est-elle une Mishnah de marloquette ou une Mishnah de consensus? Eh bien, il y a 12 éléments. Sur les 12 éléments, il y en a 11 qui créent le consensus. Plus que ça. Même sur le 12e, il y a consensus qu'on ne peut pas allumer les chairs du relève, mais il y a un débat qui est juste sur une des conditions. Est-ce que quand ce relève a été cuit, il devient permis ou il devient interdit? Mais c'est entièrement minoritaire. À première vue, on a l'impression qu'il y a beaucoup de marlocotes dans la Mishnah, dans la Gemara, mais en fait, ces marlocotes-là sont sur des cas limites, ce sont des cas extrêmement rares. Et si on fait le compte en ayant cette perspective-là, on se rend compte qu'on a entre 8 et 10% de marloquettes sur l'ensemble du corpus de la Mishnah et du Talmud. En fait, il y a très peu de marloquettes. La quantité de marloquettes, qui n'est que dans des cas limites, encore entre parenthèses, et encore, je dis 8 à 10%, tels que je les ai analysés là dans la Mishnah de Bameh Madlikin. Mais si vous prenez de manière plus profonde l'ensemble des sujets qui ne sont même pas rentrés dans la Mishnah parce que tout le monde est d'accord là-dessus, on commence à poser la question dans le début de Maseret Brachot, à partir de quel moment on va lire Kiryat Shema le soir pour faire la tfila de Harvit. Très bien. Et là, il y a une marloquette. Oui. Mais sur le fait qu'il faut lire le Kiryat Shema le soir, tout le monde est d'accord là-dessus. Sur la façon de le lire, sur toutes les lois qui concernent la façon de lire, on est d'accord. Il reste un débat, c'est à quel moment commence la limite. Mais c'est un débat qui est totalement minoritaire par rapport à l'ensemble de la halakha. C'est donc faux d'entrevoir la tradition de la Torah comme une tradition qui est entièrement centrée par des marlocotes. De plus, l'ensemble de la Torah est entièrement acquis par l'ensemble des Chachamim. Ceux qui rentrent dans la Mishnah, ce ne sont que les cas, ce qu'on appelle Bediavad. Je dirais même plus simplement, l'ensemble de la halakha est fait de quoi? De ce qui se passe. Quand tout marche bien, quand tout se passe, quand tout va bien, quand on pratique la pratique normale, il y a très peu de halachot qui concernent la façon de se conduire. L'ensemble de la halakha est fait de quoi? De nous dire, mais si ça se passe comme ça, et si ça se passe comme ça, on évoque toutes les opinions, toutes les possibilités de cas, limites de cas qui ne sont plus dans le cas l'echatechila a priori, et on essaie de voir à ce moment-là comment résoudre ces problèmes-là. On ne nous parle pas de tous les cas où ça marche bien. Si tout marche bien, eh ben c'est facile, on va faire la prière du soir au moment où on fait dans le Beth HaKnesset et on fait la prière en même temps. Dans le cas où on voudrait arriver dans une certaine limite, dans ce cas-là, effectivement, on peut arriver à marloquette. Mais sur l'ensemble du corpus, tout le monde est d'accord. Ce qui nous ramène à comprendre que dit donc la Mishnah de Pirkei Avot, qui nous dit marloquette leshem shamaim, sauf alet kayem. Si finalement la marloquette n'est pas cet élément majeur tel qu'on aurait l'impression de voir dans l'étude de la Torah, eh bien alors, pourquoi est-ce qu'on la met tellement en exergue? Si Bet Hillel, Bet Shammai, c'était un jour qui était aussi grave que la faute du Hegel, pourquoi on le prend comme un exemple pour la Pirkei Avot, comme une marloquette chez Sofa Letkem, qui va finalement être conservé, être resté. Le Rashbal, Rabbi Shimon ben Semar Douron, que j'évoquais tout à l'heure dans son commentaire sur les Hazarot, a écrit un commentaire sur Pirkei Avot qui s'appelle Magen Avot, et il pose cette question-là. Il dit, mais la marloquette ne devrait pas subsister. La marloquette est un phénomène négatif, c'est un phénomène qu'on ne veut pas garder. Si elle est mauvaise, eh bien on espère au contraire qu'elle soit perdue, pas simplement pour Korach Vadato, pour Hillel et Shammai,
Il nous ramène d'ailleurs un Midrash, Bamidbar Rabbah, qui nous dit Mahloket, dans la façon du Remez où les Chachamim attachent des idées avec certaines lettres, en analysant les mots. Ils disent Mahloket, ce sont les initiales de Maka, un coup, Haron, la colère, Likuy, un aveuglement, Klala, une malédiction, Toreva, une abomination, ou alors Tachlit Kliya, une destruction totale. Je crois qu'on ne peut pas garder grand-chose après avoir regardé ces initiales pour la Mahloket. La Mahloket est entièrement, d'ailleurs violemment condamnée par le Midrash. Et donc, nous dit Rabbi Shimon ben Semach, alors pourquoi on nous dit Mahloket Leshem Shamaïm, sauf Alit Kayem? Alors, le Rambam propose une réponse dans son commentaire sur Pirkei Avot et il dit sauf Alit Kayem, pourquoi? Parce que dans les deux participants à la controverse, celui qui a raison va finalement être mitkayem. La vérité dans ce débat-là va finalement rester. Ce à quoi répond Rabbi Shimon ben Semach. Oui, mais alors dans ce cas-là, dans la marloquette de Korach avec Moshe, qui était celui qui avait raison, va aussi rester. C'est que Korach qui est abandonné. Dire qu'elle se reste en parlant pas de l'ensemble de la marloquette, mais simplement de celui qui finalement a eu raison, ce n'est pas parler de la marloquette. Alors, il donne plusieurs réponses. Le Rashbet, pour répondre à cette question-là. Il dit par exemple, lorsqu'on dit Sofa Letkayem, ce sont les personnes qui ont participé à la marloquette, à la différence de Korach et toute son assemblée qui ont été punies, eh bien, dans la marloquette, même quand l'un est repoussé, malgré tout, Hillel et Shammai continuent à exister pour nous. Ils restent géants de la Torah, même si leur opinion n'est pas celle qui a été conservée. On peut trancher dans la marloquette tout en gardant malgré tout l'importance, la valeur à tous ces chachamim qui ont discuté. Donne une deuxième explication en disant d'ailleurs, le mot marloquette ne signifie pas nécessairement la discussion, la controverse, mais marloquette comme on parlerait de la mahlaka, la faction, la ligue, le groupe. La marloquette, dont on parle chez les Shem Shamaim, le groupe qui discute les Shem Shamaim, même quand sa position sera repoussée de la halakha pour éliminer la marloquette, eh bien lui continuera à exister parce qu'il avait une intention qui était pure, les Shem Shamaim. Notre position du Rashbet, il nous dit, c'est parce que dans une marloquette qui cherche la vérité, qui cherche à trouver ce qu'Akadosh Baruch Hu désire, eh bien, les arguments auront raison. Ce n'est pas des intérêts, ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas tout ce qu'on décrit dans le caractère de Korach qui a lieu, mais c'est au contraire la bonne volonté de ceux qui cherchent à trouver qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, et cette recherche de la vérité fera que dans la marloquette, ils vont reconnaître l'un la raison au second, et dans ce cas-là, la marloquette disparaîtra. Et puis, il donne une troisième explication, qui est de nous dire, mais même quand quelqu'un a été repoussé, la marloquette sofa leit kayem, c'est que Elou ve Elou, divrei Elohim chayim. Il y a entre eux recherche de la parole d'Akadosh Baruch Hu et réside entre Hillel et Shammai, même dans leurs plus grandes discussions, malgré tout, ils ne sont pas arrivés à s'éloigner les uns des autres, puisqu'on sait que de l'école de Hillel et de l'école de Shammai ont continué, malgré des divergences très profondes en ce qui concerne les lois, par exemple, de certains mariages, continuer à se marier les uns avec les autres. Donc cette marloquette-là restait dans le domaine de la controverse intellectuelle, halachique et juridique, mais n'arrivait pas justement à quelque chose de personnel, à quelque chose qui crée une rancœur, une scission, de dispute et de dissension à l'intérieur du peuple juif. Donc cette marloquette-là était application de Elohim Chaim, d'ivrei Elohim Chaim, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ce à quoi d'ailleurs fait écho un autre commentaire de Rabbi Chaim de Volojine, qui essaie malgré tout de garder, la force, la vigueur, la lutte du combat d'idées dans l'étude de la halacha. Rabbi Chaim de Volojine, dans son commentaire des Pirkei Avot, où il décrit la Mishnah, où on dit Ve'eve mitabek be'afar raglehem, soit roule-toi dans la poussière devant les pieds des sages. Et bien Rabbi Chaim de Volojine dit, il a écrit Ve'eve mitabek, c'est comme si on disait quelqu'un, il n'est pas seulement il se roule dans la poussière, mais il est Bema'avak, en combat, en lutte. L'étude est perçue comme une guerre, comme une lutte d'idées, d'esprit à esprit. Et même un élève doit être en lutte, doit être par la parole et par la réflexion, à ne pas accepter de manière toute simple. Même ce que peut lui dire son Rav, il a le droit de poser des questions, il a le droit, leitabek, de discuter là-dessus, de lutter dans la lutte intellectuelle. On retrouve ça dans Vaillé avec Ishimo, et c'est ramené par tous les commentateurs de cette Mishnah-là. L'étude comme un combat.
Oui, mais termine Rabbi Chaim de Vologine en disant, à une condition, Evemitabek Bafar Agleem, quand tu gardes malgré tout la hiérarchie que l'élève se trouve Bafar Raglé, Amoré, il se trouve au pied de son maître, il ne perd pas la verticalité, il ne perd pas la transmission, il ne perd pas la tradition, il ne perd pas l'ascension et le côté montgolfier que le rabbin qui lui enseigne la Torah essaye d'approcher pour le faire élever un peu plus haut, moralement et intellectuellement. Acceptant tout cela, la marloquette ne devient pas une opposition à la tradition, la massorette contre la marloquette, et Vemitabek, Faragleem, vous pouvez effectivement discuter de manière très, très difficile. Et je rajouterai encore un élément, c'est que le fameux Midrash, dont j'évoquais tout à l'heure le souvenir au début, en parlant de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a été, est parti consulter les anges, et chacun a dit il faut créer l'homme ou il ne faut pas créer l'homme, un Midrash très célèbre, et on nous dit la vérité a dit ne pas créer l'homme, l'homme est tout mensonge. La shalom, la paix, a dit ne pas créer l'homme, l'homme est tous milchamot, ktatot, marlokot. C'est très intéressant cet état des choses. Les deux qui sont opposés sur deux vertus qui sont liées à la marloquette. La marloquette au niveau de la vérité, sheker et emet, voilà les fakes qu'on connaît tellement aujourd'hui. L'homme est tout dans le fake. Et deuxièmement, shalom, c'est justement la marloquette qui arrive aux côtés de la discussion, de la dissension. Que fait Akadosh Baruch Hu dans le Midrash? Il jette le Emet dans le monde. Et il dit Emet meret titzmar. Que signifie cette position-là? Pour faire minoritaire la position de ceux qui s'opposent à la création de l'homme. Dans l'introduction d'un des grands livres de l'étude du Talmud des dernières générations de Lituanie, le Ktsot HaChoshen, Rabbi Ariel Lev HaKohen, il est dans son introduction de son livre, il donne un éclairage particulier à ce midrash-là, en disant que signifie le fait qu'Akadosh Baruch Hu a jeté la vérité à terre et a dit Emet meret titzmar. La vérité va pouvoir, pousser, fleurir dans le terreau humain. Et il dit la chose suivante, Akadosh Baruch Hu a accepté, a donné à l'homme que par son réflexion intellectuelle humaine, il pourra accéder à la compréhension de la vérité. La vérité ne sera pas, à partir de ce moment-là, simplement révélée. Elle a besoin d'être aussi interprétée par la connaissance des Chachamim, et c'est la connaissance des Chachamim qui nous permet de comprendre ce qu'a accédé à la connaissance de ce qu'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut que la vérité sorte des hommes, de la haskama, de l'acceptation, du consensus des Chachamim, qui se débat dans un débat d'idées au Sanhedrin. C'est dans ce sens-là que se comprend Chayer Olam Natar Betochenu. Il nous a mis en nous, il nous a donné la prérogative à réfléchir, à développer, à approfondir Chayer Olam, la connaissance de la vie éternelle qui nous est donnée par la Torah. Sur cette introduction du Ktsot HaChoshen, sur cette idée-là, le Rav Zalman Nehemia Goldberg ajoute un élément. Il dit, oui, mais Akadosh Baruch Hu a jeté le Emet par terre. Le côté de la vérité est développé par les hommes. C'est quelque chose de terrestre, d'humain, de rationnel. Le Shalom, il n'a pas jeté à terre. Le Shalom, il est resté très haut. Pourquoi? Parce que le Shalom doit continuer à être ce qui est l'aspiration des hommes. Il ne peut y avoir, pour accéder au Emet, le fait de bafouer le Shalom. Le Shalom n'est pas quelque chose de variable à l'échelle humaine, n'est pas quelque chose qui peut être décliné, comme on le dit aujourd'hui de manière abusive et fautive en hébreu, Mashlomi, Mashlomcha, Mashlomo. Il n'y a pas un shalom différent pour chacun. Le shalom, on dit dans le langage du Tanakh, ha-shalom lecha. Il n'y en a qu'un. Est-ce qu'il est pour toi? Est-ce que tu as aussi accès à ce shalom? Mais le shalom reste cette aspiration très élevée et qui, malgré la recherche intellectuelle du Emet, malgré tout, reste comme l'idéal voulu. Il y a shalom, il y a ahava, il y a amour entre le maître et l'élève, entre les deux participants à la discussion intellectuelle, malgré le débat qui peut être très profond entre eux. Alors, à partir de là, on se dit, on voit les Chachamim. Et beaucoup de Chachamim se posent la question même, comment
Alors, si c'est le cas, pourquoi Akash Baruch Hu n'aurait pas mis cette idée de shalom un peu aussi dans le Hémet? On aurait eu une manière de recevoir la Torah qui aurait été plus facilement accessible sans avoir besoin de ce recours à cette discussion, à cette marloquette. Il y a une réponse qui a été donnée par le Ramban Nachmani dans un de ses premiers écrits de jeunesse, lorsqu'il défendait le Rif, Rabbi Yitzhak Alfassi, dans son œuvre, contre les différentes attaques prononcées par Rabbi Zerachia Levi, un des rabbins de Provence de son époque. Le Ramban Nachmani n'avait que 19 ans et a essayé de répondre à toutes les attaques, toutes les questions qui avaient été soulevées par le Raza. Il dit, mais comment se fait-il comment se fait-il que le texte, que l'étude provoque tellement de marloquettes? Et il dit quelque chose de très intéressant. Il a marloquette, l'étude juive, pourquoi elle provoque des marloquettes? C'est qu'elle n'est pas justement basée sur des preuves absolues comme en mathématiques. Des preuves qui sont des preuves tranchées dans lesquelles, une fois que la chose a été démontrée, on ne peut pas être pour ou être contre, on est obligatoirement convaincu par la justesse de la démonstration. Pour l'arithmétique, pour la géométrie, il n'y a pas lieu d'avoir marloquette, il peut y avoir marloquette jusqu'à la démonstration. Mais une fois que la chose a été démontrée, à moins qu'on trouve là où il y a une faille, mais autrement, la démonstration devrait s'imposer. Elle est universelle. Elle ne dépend pas de l'opinion. Elle ne dépend pas de l'époque. Elle ne dépend pas de différences géographiques, historiques ou autres. Alors, nous dit le Ramban, dans l'étude, c'est pas comme ça. Ce sont des svarot, c'est-à-dire des pensées, d'opinions qui peuvent être acceptées, qui peuvent être démontrées, mais qui restent malgré tout avec une certaine zone d'incertitude qui entraîne nécessairement la marloquette. Et donc, en fait, il faut savoir repousser, donner de bons arguments, mais c'est un débat qui n'est pas un débat qui démontre de manière absolue par le mot fait, par la preuve irréfutable que cherche parfois le logicien. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que de là découle pour le Ramban la nécessité d'une institution et sans laquelle rien ne peut marcher pour justement trancher les différentes opinions. Pour justement pouvoir finalement arrêter tout ça, eh bien, il y a le Sanhédrin. Ce n'est que parce qu'il y a une institution politique, sociale, dans la société juive, qui permet de trancher entre les opinions, qu'on peut arriver finalement à arrêter la marloquette. Donc, vous voyez, on disait tout à l'heure, la massorette, c'est un aspect. Le moment où la massorette, la tradition a été affaiblie, la marloquette apparaît, mais il y a une institution juive qui permet d'aller au-delà de la marloquette. C'est qu'une fois que la marloquette est apparue, eh bien on la tranche. Et c'est normal, puisqu'il ne s'agit pas de démonstration qu'on puisse suivre, dans ce cas-là, dans le Sanhédrin, l'opinion majoritaire, afin de trancher dans les positions des Chachamim. D'ailleurs, Rabbi Yitzhak Abravanel continue cette idée-là, en suivant le Rambam d'ailleurs, en disant, dans les lois qui sont reçues par la tradition, exemple, pour dire Rambam, c'est la halakha des Moshe Messinaï, on l'a reçu depuis Moshe Messinaï, il n'y a pas de marloquette. Il n'y a marloquette que sur la façon de faire une nouvelle loi, les takanot, les xérot. Eh bien oui, il peut y avoir une position qui dit il faut maintenant légiférer de telle façon, et d'autres qui sont en opposition. Et c'est là où intervient le Sanhédrin pour pouvoir essayer de trancher dans ces différentes marloquettes. Et nous dit un de grands maîtres de la logique de la halakha, Rabbi Shlomo Al-Ghazi, qui a un commentaire fondamental sur à la fois les Midot, Torah Nidreshet Bahem, et sur les Klalé à Talmud, sur le livre Alichot Olam. Rabbi Shlomo Al-Ghazi, un des grands maîtres du XVIIe siècle de Turquie et ensuite à Yerushalayim, il dit, mais c'est normal, puisque justement, il ne s'agit pas de démonstration, mais de conviction, puisqu'il s'agit de convaincre avec une argumentation rationnelle, même si elle ne va pas prouver de manière absolue, eh bien, il faut peser donc un aspect et l'autre aspect, et donc il est nécessaire de présenter la Torah sous la forme justement de marloquot. Il faut qu'il y ait une position qui se défende jusqu'au plus haut point de cette position et une autre position qui essaie de défendre l'autre possibilité. Il faut, pour pouvoir trancher, on nous dit qu'au Sanhédrin, les Chachamim devaient savoir la raison de ceux qui sont métamim, qui rendent impurs, la raison de ceux qui rendent purs, et trouver tous les arguments pour un et pour l'autre pour arriver finalement à développer la vérité. Il n'y a pas dans la création qu'Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose qui serait soit tout noir, soit tout blanc. Et c'est cette multiplicité d'aspects de la création, de la Torah, qui apparaît sous forme de marloquette. Le Rambam développe ça très longuement
encore une fois, dans Pirkei Avot, sur notre Mishnah de tout à l'heure, Marloket Shel Shem Shamaim, il avance une idée merveilleuse, c'est l'idée de Ichud Anigudim. Il faut arriver à rejoindre deux positions d'une thèse et d'une antithèse pour pouvoir retrouver de ces deux positions dans le conflit de ces idées, ce que nous dit parfois le Talmud, Mor Amar Chada ou Mor Amar Chada, velo pligé. L'un a dit telle position, l'autre a dit telle autre position, et les deux sont en accord. Il n'y a pas de marloquette, malgré que ce sont deux positions qui sembleraient opposées. On a malgré tout la présence du Sanhédrin, puisqu'on nous dit, comme il y a après Marlokot une instance qui va pouvoir trancher, on a un principe dans le Talmud qui nous dit, l'un dit et l'autre dit, mais halacha kedivri à machria. Si jamais il y a une troisième position qui est un peu intermédiaire entre les deux, eh bien ce sera cette position-là qui fera office de loi. Et dans ce même sillage, continue le Rav Kook, dans un passage qui est longuement développé, mais qui parfois est développé par des gens qui oublient qu'on cherche à éliminer la marloquette à travers le Sanhédrin, en nous disant, Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam, les Talmidei Chachamim dans leur étude développent le shalom dans le monde. Shalom est justement l'apanage de l'union dans les opinions, dans les positions de la halakha, je dirais dans le caractère même. Les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah en essayant de pointer dans chaque cas les limites, les excès de ce cas-là, jusqu'où va l'analyse pour pouvoir trouver la compréhension totale de ce que représente telle ou telle position, sont ceux qui permettent de retrouver les différents aspects de la vérité parcelée et multiple d'Akadosh Baruch Hu, ce sont ceux qui amènent le shalom baolam. D'ailleurs, le mot qui est évoqué, c'est ce que dit le Rav Kook, Verav shalom banaïr, il est écrit le mot Rav et il n'est pas écrit Gadol shalom banaïr. Il y aurait un shalom Gadol dans le sens de grand et non pas Rav dans le sens de multiple. Banaïr, ceux qui sont tes fils, Bonaïr, ce sont tes constructeurs, Bonaïr, ce sont ceux qui réfléchissent, Milachon, lit bonen, Milachon, Bina. La marloquette, dans ce sens-là, devient effectivement l'oxygène dans laquelle l'étude juive peut prospérer. Et bien, s'il y a des positions minoritaires dans la halakha, on les étudie et on passe notre temps à élaborer toutes ces opinions, justement parce qu'on arrive à travers elles, à percer la complexité du monde. Vu sous cet angle-là, la marloquette n'est plus une lutte dans laquelle il y a un vainqueur et un vaincu, mais c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui win-win, dans laquelle, à la différence de Korach, ou marloquette politique s'il en est, par excellence, dans laquelle il y a un gagnant et un perdant, eh bien, dans la position de la Torah, même le perdant n'est pas perdant. Dans la position politique de Korach, dans la marloquette sous cet angle-là, même le gagnant n'est pas gagnant, puisque la victoire de sa position-là est obtenue par le fait d'avoir porté atteinte au shalom qui était présent là-dessus. Il restait encore un point par lequel je terminerai, c'est que la volonté, disons, nous avons une atteinte beaucoup plus moderne de tout ce sujet-là. C'est en fait l'origine des faits qu'aujourd'hui qu'on subit, mais son origine a un point bien précis. Une des choses peut-être des plus grandes atteintes qui ont été portées par le marxisme, ce sont les différentes théories postmodernes dans lesquelles il n'y a plus lieu d'avoir de marloquette pour une raison tout simple, c'est qu'il n'y a plus de vérité même. Il n'y a plus lieu qu'il y ait débat. Pour quelle raison? Parce que la vérité n'existe plus. Tout n'est finalement que pouvoir. Tout n'est finalement qu'intérêt. Tout n'est finalement que jeu social dans lequel il y a différents narratifs qui sont présents, qui ne font que servir des intérêts et non pas qui sont là dans une vocation d'approfondir et d'arriver à la vérité, même aux dépens de tout ce travail, de cette lutte intellectuelle. La réalité n'existe même plus. Ce n'est qu'une construction sociale. Elle n'est là que pour présenter des intérêts en conflit de tel groupe ou de tel autre groupe. On n'obtient plus une herméneutique de l'approfondissement de la vérité, mais une herméneutique de la suspicion. À qui profite l'idée? Quels intérêts sont bénéficiaires de cette position-là? Il n'y a plus de vérité, il n'y a que des narrations. Or, la Torah nous dit, il y a une vérité absolue, mais étant donné qu'elle a différents aspects, les différents aspects de sa complexité sont obtenus, sont retrouvés à travers ces différentes marloquotes qui trouvent au niveau social
leur manière d'être tranchée à travers le Sanhédrin, à travers les déot Machria, mais qui finalement gardent en elles tout le temps le pouvoir de la complexité essentielle d'Akadosh Baruch Hu dans la manière de représenter le monde. Je terminerai par quelque chose d'un peu plus ludique. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Le chat du rabbin de Johannes Farr. Alors, à un moment dans cette bande dessinée, c'est un chat qui parle avec son rabbin. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à ne pas dire qui n'auraient pas dû être dites dans cette bande dessinée non plus. Mais en tout cas, il y a un moment dans lequel le chat essaie de comprendre la différence entre la position juive, de l'étude juive, et la position occidentale. Alors le rabbin lui dit, la pensée occidentale, c'est une machine préhensible, prédatrice, qui est un peu destructrice. Et alors le rabbin lui dit, l'Occident veut résoudre le monde, faire de l'un avec du multiple. Et c'est un leurre, lui dit le rabbin. Alors le chat pose une question et dit, oui, mais enfin, maître, est-ce que le judaïsme aussi ne cherche pas à faire de l'un avec du multiple? Et le rabbin répond la chose suivante, oui, mais ce n'est pas de la même manière. Le logos de la philosophie, c'est thèse, antithèse, synthèse. Alors que dans le judaïsme, c'est thèse, antithèse, 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 antithèse. Jusque-là, c'était le chat du rabbin. Je me permettrai de compléter cette réponse du rabbin en disant la chose suivante. Peut-être cette suite d'antithèses aux thèses humaines et terrestres de toutes sortes nous permet-elle d'accéder à une autre scène où apparaît un peu de la lumière infinie d'Akadosh Baruch. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Shuraki. Toujours passionnant. Vous pouvez ouvrir vos micros et réagir, poser des questions. Merci beaucoup, Rav. C'était vraiment incroyable. Mais il n'empêche que j'ai quand même une question sur le fait que les Mishnayot, au final, sur les Mishnayot elles-mêmes, on a dit que c'est une minorité, que les Marlokot sont des minorités. Et on voit que, voilà, quand on va plus loin dans les Rishonim, la Haronim, etc., il y a énormément de Marlokot. Alors, comment ça mistadère avec tout ce qu'on vient, enfin, tout ce que vous venez de nous dire? Oui. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Au niveau de la quantité de marlokot par rapport à l'ensemble de la tradition juive, la marloquette est un phénomène mineur. Sur l'ensemble de la tradition juive, tout le monde est d'accord. Mais la tradition veut que l'étude que nous pratiquons est une étude qui se met à réfléchir sur l'ensemble de ces cas minoritaires. C'est-à-dire qu'en fait, le cas lui-même fait peut-être 10% de la tradition, mais c'est dans ces 10%-là que va justement le terreau dans lequel va se réveiller toute l'idée. Pour quelle raison? Pour une raison très simple. C'est que parler de ce qui est dans le consensus, parler de ce dont tout le monde est d'accord, ben, c'est pas tellement fertile, c'est pas tellement fécond. C'est lorsqu'on arrive dans les limites, dans les cas extrêmes, dans les cas de les bédiavad, qu'on va pouvoir trouver les points de réflexion qui nous permettent justement de comprendre de la nature du phénomène lui-même. Donc on étudie ces marlocotes, mais on n'oublie pas que de manière générale, on n'est pas tout le peuple juif n'a pas vocation d'être un peuple qui est tout le temps contre l'un, contre tout le monde. Un juif, trois idées, c'est pas nécessité, c'est une nécessité intellectuelle, mais pas du tout au niveau pratique de la tradition juive. C'est important parce que trop souvent, on entend la position qui met la marloquette tellement en proue que finalement, on a l'impression qu'on n'est tous pas d'accord les uns avec les autres. Et ça aurait été largement utilisé par tous les détracteurs d'Israël, malheureusement. Justement en présentant cet aspect des choses-là. C'est pour cette raison-là qu'avec toute la force qu'on peut donner au combat de l'idée, il ne faut pas oublier cette structure, cette ossature première profonde qui reste malgré tout unifiée pour l'ensemble du peuple juif. Et qui d'ailleurs, malgré pas simplement les positions intellectuelles différentes, mais parmi les temporalités différentes, pour toutes les époques, et parmi les différentes dispersions différentes, ou malgré tout, l'unité de tout ce phénomène qui aurait pu être dispersé, garde malgré tout sa cohérence profonde. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que ce n'est pas donc un vrai problème qu'on étudie autant le Talmud, c'est-à-dire les marlokot dans les yeshivot, peut-être au l'essentiel? Alors, je veux dire, c'est un peu ce que le Rav Kook voulait évoquer lorsqu'il a écrit son texte sur la marloquette. Je ne crois pas que ce soit un problème du tout. Ça peut être un risque. Voilà, ça peut être un risque.
Mais jusqu'à présent, ça nous a montré au contraire que grâce à cet esprit qui arrive à retrouver, à repousser, disons, jusqu'au bout, pousser une idée jusqu'au bout, eh bien, c'est une acuité incroyable qui peut-être, par l'inertie de cette étude juive tout au long des siècles, même ceux qui avaient quitté la tradition juive, qui ont fermé leur Talmud et qui sont partis étudier les sciences, la philosophie, les différents sujets d'investigation intellectuelle, ont réussi à révolutionner le monde. Peut-être c'est les ancêtres d'Einstein qui lui avaient appris à regarder différemment tous les problèmes qu'on peut soulever, qui lui ont fait de manière comme une certaine inertie intellectuelle que Einstein a pu revoir différemment le monde et à travers lui l'ensemble des Juifs, le monde qu'on lui proposait. Et c'est en ce sens-là peut-être que les Juifs ont toujours été des révolutionnaires, des gens qui changeaient les paradigmes établis par la société. Ils avaient tellement l'habitude dans leur yeshivot sur des sujets dont personne ne pouvait comprendre la profondeur, justement de remettre en question par cette idée de la marloquette. Merci. Comme toujours, c'est magnifique. Intéressant de voir que la marloquette dans la Torah comme telle, elle est introduite par le mot lémor. Et il y a un endroit où il n'y a pas le lémor, il n'y a pas lémor. Et justement, dans les différents ingrédients, il y a les ingrédients qui sont bons, il y a la halbana qui ne sont pas bons du tout. Il n'est pas consacré, tout est là-dedans. Et Manitou disait, ça veut dire quoi, les morts qui a introduit la marloquette, dont on a besoin, exemple, Rabbi Yohanan et Rish Lakish, eh bien, les morts, c'est l'omar. Je ne suis pas d'accord avec toi, Maître, pas d'accord du tout. Et la Gemara termine, la somme de tous ces marloquettes, c'est quoi? C'est Hachem et Shalom. Le seul qui est beracha, c'est la beracha, parce que justement, elle tient compte de tous les événements et tous les éléments tels que vous l'avez admirablement dit. Hazak ou Baruch, absolument. Il y a arrêt sur les morts, plus d'une centaine. On dit, Chouchani avait dit qu'il avait une centaine d'explications différentes de les morts, mais je n'oserais pas en donner une différente de celle que vous venez de donner pour ne peur qu'on soit taxé de faire une marloquette avec votre explication. Une petite remarque, si c'est possible. Une petite remarque. Je vous écoute, je vous écoute. Je dirais que la marloquette, elle sauve le peuple juif de pouvoir penser qu'une seule personne peut avoir toute la vérité. Oui, vous êtes d'accord? Alors là, j'évoquais tout à l'heure le livre de Bernard Henri Lévy. Il développe ça très, très, magistralement sur l'importance, sur le Talmud. Je ne sais pas si c'est lire 3 lignes de Talmud, mais en tout cas, il a compris ce principe-là. Peut-être Benny Lévy lui a expliqué. Effectivement, c'est tout à fait d'accord. Et lui, il rattache pas seulement à sauver au niveau du dogme, au niveau d'une religion, au niveau de toutes ces idoles dans lesquelles mais au niveau politique, au niveau du triste sort de notre planète aujourd'hui, du monde. Justement, il manque des gens qui ont pris conscience justement de cette marloquette-là, dans ce sens. J'aurais une petite question sur parce que vous appelez marloquette toute forme de discussion, de confrontation. Or, où est-ce qu'on peut mettre le curseur entre une discussion constructive ou les Shem Shamaïm et une confrontation qui ne le serait pas, comme être vizir à la place du vizir, ou vouloir détruire l'autre, ou vouloir nier sa façon de penser, ou est-ce que c'est le même mot? Oui, c'est le même mot, non, mais on est tout à fait d'accord. C'est ça sur quoi repose la Mishnah de Marloket chez les Shem Shamaim, Marloket chez les Shem Shamaim. C'est le Leshem Shamaim qui fait la différence entre ces deux états. Parce qu'a priori, on pourrait croire que les gens avancent des arguments, avancent des arguments qui pourraient être très louables. Si vous reprenez l'affaire de Korach, puisque l'affaire de Korach, c'est le point de départ de tout ça, dans l'affaire de Korach, les arguments peuvent être même parfois sembler plus louables encore que ceux de Moshe. Je disais tout à l'heure, quand la Eda Kulam Kedoshim, oh la belle âme, on est là pour essayer de le présenter au contraire, on est tous égalitaires, surtout pour nous modernes, on entend ça avec beaucoup de sympathie, l'adhésion. Or, où on voit le côté pervers de l'argumentation, et c'est là ce qui n'est pas l'Eshem Shamaïm, voilà le point de fracture pour Korach, c'est qu'il n'est pas en train de dire on va finalement créer une société qui serait basée, mettons, sur la démocratie ou sur l'anarchie. Il y a certains qui ont développé, certains Chachamim qui ont dit la société idéale, même juive, serait une société d'anarchie. C'est pas la halakha, puisqu'il y a Meller, mais en tout cas, on pourrait y réfléchir là-dessus. Mais non, Korach, il dit, ils veulent le vizir à la place du vizir.
Je veux dire, il voudrait prendre le rôle, mais enfin, finalement, quand ce sera Korach qui sera à la place de Moshe, on sera plus Konaïda Kulam Kedoshim. C'est Kulam Kedoshim et moi un peu plus que tout le monde. Donc là, on perce le côté qui n'est pas les Shem Shamim de Korach. Et plus que ça, Korach serait, là, je dirais, ce serait le sujet comment dire, de voir tout l'ensemble des points qui nous font basculer entre les Shem Shamim et pas les Shem Shamaim. Eh bien, Korach, c'est justement le jeu politique. J'allais dire, bon, je vais commencer par ça, je ne voudrais pas en dire trop non plus, comment dire là-dessus, mais les événements suivent la paracha. Korach, c'est le rassemblement, la coalition de personnes totalement opposées, puisque l'aspiration de Korach, de la tribu de Lévi, et l'attribution des Béné Réhouven n'est pas du tout la même. C'est d'ailleurs l'argument très intelligent, je l'évoquais dans la dernière fois, de la femme de On Ben Pellet, qui lui dit à quoi ça sert de t'associer. On Ben Pellet, c'était là où la femme d'On Pellet, le premier Hari, qu'elle a dit ne va pas dans cette coalition-là. Tu te perds. Pourquoi tu t'y perds? Parce que de toutes les manières, quand ils auront fait leur coalition, mais toi tu seras un sous-fifre. Tu ne seras jamais comme ça. Alors c'est très beau de vouloir faire, réformer. La coalition de Raklo Moshe a pu, avancer Korach, mais pas, elle a retenu sauver son mari. On attendrait une On Ben Pellet, une Madame On Ben Pellet. Quel grand mérite. Razak ou Barouf. Et d'autres réactions, questions? Je vais me permettre encore de citer Manitou. Lorsque quelqu'un fait un chidouche, c'est ça ce qui risque de le mettre en marloquette avec quelqu'un d'autre. Alors Manitou donne 3 critères pour un chidouche. Ça doit être profond, fécond, et surtout le 3e, ça doit être désintéressé. Et c'est là qu'on voit une marloquette qui est les Shem Shamaïm. Toda Rabba Yosef, merci Rav Shuraki, et à demain pour d'autres cours. Kol Tov. Merci.